Bien voilà. Donc, lors de cette deuxième session, deuxième séance en plénière, deux prises de parole. La première, la première prise de parole, le premier exposé sera fait par Didier Van de Velde, qui est professeur à l'université de Delft aux Pays-Bas, qui interviendra sur la thématique de 3 décennies de réformes ferroviaires en Europe, tendances et défis. Et puis, la parole sera donnée à Olivier Mallet de l'université de Louvain et à Lella Van Kersblick de la même université, qui interviendront avec l'intitulé suivant, autour de l'intitulé suivant, que relève l'analyse des différentes expériences de libéralisation quant à leur idéologie sous-jacente. Bonjour à tous. Alors une bonne vingtaine de minutes pour parler de 30 ans de réforme ferroviaire, c'est pas énorme. Donc je vais vous guider dans cette présentation assez rapidement. J'attire aussi votre attention sur le fait que les présentations ont été distribuées et que j'ai soumis une nouvelle version de la présentation. Donc veuillez retélécharger la dernière version pour relire les détails de ce que je vais présenter. Didier Van de Velde, Université de Delft aux Pays-Bas. Je donne cours entre autres sur des questions de coordination ferroviaire aux ingénieurs et gestionnaires à l'Université de Delft. Je commence mon allocution en posant, je vais présenter un certain nombre de défis, sans aller vraiment dans le détail de tout ce qui s'est passé. Et le premier, c'est vraiment de savoir cette idée de concurrence et de séparation verticale qui est présente dans les chemins de fer de manière très proéminente ces dernières décennies. D'où est-ce que ça vient, en fait? Bon. Alors, le début, c'est une constatation. Il y avait une certaine inefficacité ou une inefficacité certaine dans le secteur ferroviaire il y a 30-40 ans, un manque d'orientation client et un focus national excessif. C'était les constatations, entre autres, du côté européen, du problème à résoudre. Alors, on pourrait dire, oui, en effet, il y avait un problème de ce point de vue-là. L'efficacité et l'orientation client et le modal shift, c'était le but à atteindre. De là, très bien, mais au début, c'était essentiellement dans le cadre des transports de marchandises. Les transports de personnes n'ont été rajoutés au débat que par après. Donc, très bien, on veut améliorer les choses. L'idée, c'était d'utiliser une pression concurrentielle pour améliorer les choses, ce qui est probablement une bonne idée, mais il faut se rappeler aussi que ça date des années 90, vraiment le début et la force du néolibéralisme à l'époque, donc c'était une solution aussi de bon ton à l'époque. Les idées mises en place, proposées pour mettre en place cette concurrence, c'est la mise en place de concurrence par appel d'offres ou bien par libre accès sur le marché. Donc voilà la solution. Et là je dirais oui, c'est une solution assez dogmatique, on aurait pu faire autrement, mais ce sont des éléments de solution éventuellement. Alors vu ces choix, il fallait réaliser une neutralité du gestionnaire d'infrastructure, une absence de barrière à l'entrée, donc différentes conditions doivent être réalisées, ce qui n'est pas facile à faire. La séparation verticale complète a été proposée comme étant la solution pour le réaliser, assez radicale effectivement, et malheureusement la solution pose aussi quelques problèmes de coordination au passage. Donc on en arrive aussi à un problème de besoin de coordination, le ministre l'a rappelé récemment aussi. Un des défis principaux, si vous me le demandez, des choses dont on devrait discuter ces 2 jours, quelles solutions, quels arrangements ponctuels ou quelles solutions structurelles permettraient de résoudre ces problèmes? Est-ce que c'est un commandement centralisé, une réintégration ou autre chose? Comment faire? Donc la question là et le défi principal que je voudrais poser, c'est la séparation verticale. Est-ce une bonne solution ou une solution problématique? Et en fin de compte, pour quel problème? Rappelons aussi que cette idée de séparation verticale a été introduite en Suède, 1988, avant les directives européennes de 1991 et des années qui ont suivi. Alors justement, les directives européennes et autres paquets ferroviaires dont on parle, il y en a toute une flopée. Je n'entre certainement pas dans le détail ici, mais vous reconnaîtrez les 4 paquets ferroviaires qui ont été proposés par la Commission européenne au cours des dernières années ici. Je vous encourage à éventuellement relire la présentation
par après pour voir les détails. Alors, sur base de la mise en place de ces paquets ferroviaires, on constate une très large diversité de la mise en œuvre des séparations qui sont induites par ces paquets ferroviaires. Et donc, je l'ai mis aussi au pluriel, séparation plurielle entre EF, GI, etc. Si on part du modèle d'origine d'un chemin de fer totalement verticalement intégré de toute la chaîne de production que je représente là en filigrane, on peut passer de là à l'extrême inverse d'une chaîne de production totalement désintégrée, unbundling en anglais. Et vous voyez la grosse différence quand même entre la gauche et la droite. Là, du côté gauche, une entreprise fait la totalité. De l'autre côté, les différentes couleurs représentent différentes entreprises qui couvrent différentes parties de la chaîne de production. Alors une telle désintégration est courante dans les transports, mais elle n'était pas courante dans les chemins de fer. Elle est courante dans l'aviation, elle est courante dans le transport maritime de marchandises. Et ça, il fonctionne très bien. La question est de savoir est-ce que c'est un modèle adéquat ou non, et dans quelle mesure, et où, et quand, comment, pour les chemins de fer. Et donc ce qu'on voit entre-temps de la mise en œuvre de ces directives et paquets européens, c'est que les pays ont fait des choix très différents. C'est pour ça que je l'ai mis au pluriel aussi. Vous voyez ici quelques illustrations. Regardez simplement les couleurs. Ça vous montre un peu les délignations du champ d'action des différents acteurs dans la totalité de la chaîne ferroviaire. Alors, dans la pratique et dans les discussions internationales sur les réformes ferroviaires, on parle souvent de typologie de séparation verticale. On fait la différence entre séparation comptable ou informationnelle, organisationnelle, institutionnelle, donc les différents niveaux de fondamentalisme, je veux dire, de la séparation. Mais ce n'est qu'une petite partie de la question. Et c'est pour ça ici les deux axes et le pluriel. Ce n'est pas uniquement du vertical, mais c'est toute la chaîne de production qui aussi peut être décomposée. Et la question est de savoir jusqu'où est-ce que ça a du sens, où est-ce que ça apporte des améliorations et où est-ce que ça crée des problèmes. Rappelons au passage aussi que les questions de séparation organisationnelle par voie de ce qu'on appelle le holding, qu'il y a holding et holding. Le fait d'avoir un holding ne veut pas dire que le holding est fonctionnel ou qu'il est utile. Les holdings d'un pays à l'autre ont des tâches très différentes. Et là, on voit dans certaines études économiques et économétriques en particulier que le holding est utilisé comme étant le demi de la régression, alors qu'en fait, il s'agit d'animaux, je veux dire, très différents les uns des autres. Donc, il faut faire très attention à ce genre de choses. Deuxièmement, les paquets ferroviaires ont aussi mené à une large diversité des modes de gouvernance et du rôle de la concurrence dans les différents pays. Alors, là encore, je n'entre pas dans le détail, mais vous voyez ici des illustrations faites sur la même grille d'analyse des modes d'organisation de différents pays. À gauche, on voit les Pays-Bas et l'Angleterre. Vous reconnaîtrez la séparation entre le gestionnaire d'infrastructure et l'exploitation et, dans une certaine mesure, la mise en concurrence des contrats de transport. À droite, on a l'Allemagne et la Suisse. Absence de séparation verticale, mais mise en concurrence aussi, d'autres manières. Et puis au milieu, en bas, la Suède, qui là justement a fait une séparation totale, mais qui a intégré les différents gestionnaires d'infrastructures de l'État, canaux, routes, ferroviaires, en un gestionnaire de l'État. Alors voilà encore une autre réintégration qu'on a vu voir le jour ces dernières années. Donc ce qu'il y a là, c'est une diversité des acteurs, de leurs fonctions, de leurs relations et de l'étendue de leur pouvoir, avec une diversité de l'organisation des marchés dans ce cadre. Premièrement, mettons en concurrence ou pas. Deuxièmement, si on met en concurrence, quel type de mise en concurrence? Est-ce le marché libre ou l'appel d'offres? Deux modèles qui pour moi sont totalement antinomiques. Le marché libre, c'est la concurrence. L'appel d'offres, c'est la négation de la concurrence par le marché. C'est la commande publique moyennant l'utilisation de la concurrence comme méthode de sélection, mais ça ne mène pas à de la concurrence sur la production. Et troisièmement, quand on fait appel à cette concurrence, sur quoi porte-t-elle in fine? Est-ce que c'est uniquement sur l'efficience de la réalisation des services commandés ou bien sur l'adéquation à la demande des services conçus par l'exploitant sélectionné, etc. Donc, nombre de questions ici. Alors, quand on combine ces deux dimensions que je viens de présenter et que j'essaye de résumer maintenant de manière un peu plus graphique encore,
entre les différents pays pour essayer de vous brosser un tableau des grandes évolutions qui ont eu lieu et où se situent les différents pays les uns par rapport aux autres. On peut distinguer deux axes que vous voyez sur ce transparent-ci. Verticalement, c'est le niveau de séparation entre GI et EF, etc. Donc, est-ce que tout est intégré, ce sera en haut, en mauve, ou est-ce que tout est totalement séparé, ce sera plutôt vers le bas, en rouge. Ou bien, et l'autre axe, pardon, aller d'un modèle où il n'y a absolument aucune concurrence dans le système, ce qui est en bleu ici, vers des systèmes où on a concurrence pour le marché, en vert, ou même concurrence sur le marché, donc la véritable concurrence en jaune. Alors, vous reconnaîtrez les couleurs dans les différents graphiques et les différents pays que je vais présenter de manière extrêmement simpliste. Alors, commençons par la Belgique, puisqu'on y est. De l'entreprise unitaire SNCB, à l'origine, on en est actuellement à une séparation totale entre les deux entreprises, Infrabel et SNCB. Mais actuellement, il n'y a pas, en tout cas pour le transport de voyageurs, de concurrence sur le réseau. Il y a une petite flèche là qui symbolise qu'il y a un élément, un chouïa de coordination entre les deux, mais c'est très limité par rapport à ce qui peut se faire ou se voir parfois ailleurs. Alors, en partant de là, quelles sont les autres options? D'abord, une petite remarque. Avant 2014, il y avait un holding en Belgique qui a été supprimé, qui était au-dessus des deux entreprises, mais manifestement, ça ne fonctionnait pas très bien. Si on va d'abord chez les voisins, les Pays-Bas, où je travaille, vous reconnaîtrez un modèle là qui est très similaire au modèle belge à la base, sauf que la coordination est un peu plus proéminente et les lignes régionales, donc les petites lignes dans les différentes provinces, ont été mises en concurrence par les provinces qui commandent des services de transport généralement intégrés avec des services de bus auprès de transporteurs. L'Angleterre a un modèle qui va encore un peu plus loin, où du coup il n'y a plus la partie bleue d'attribution directe, mais la totalité des services ont été mis en concurrence. Donc la totalité est maintenant en vert dans le graphique. D'un côté, on a le gestionnaire d'infrastructure, et de l'autre côté, différentes options en fait. J'en représente 4 là. Jusque récemment, on vous a déjà dit, il y a des modifications en Angleterre, j'y reviendrai. Mais jusqu'ici, on avait un modèle qui soit était basé simplement sur la mise en concurrence, je suppose que vous voyez la flèche, voilà, ici, au milieu, de grandes concessions de transport par l'État, par le ministère, soit aussi une situation, c'est juste en dessous, où on a mis en concurrence, et puis il y a un petit peu d'open access qui vient grignoter à la marge, mais c'est très réglementé par un régulateur très puissant en Angleterre, soit des systèmes d'alliance entre le gestionnaire d'infrastructure et l'exploitant, c'est le modèle juste au niveau supérieur avec la flèche, ou bien ce qu'on appelle Deep Alliance, avec véritablement une unité de commande, une direction qui regroupe le gestionnaire d'infrastructure et l'exploitant ferroviaire sélectionné après mise en concurrence, qui ensemble vont gérer de manière intégrée le système ferroviaire. Donc on a essayé toutes sortes de choses en Angleterre jusque récemment. On peut, sur cette base, imaginer un modèle qui va dans ce sens-là. Par exemple, ici, c'était le résultat d'une étude qui avait été faite pour le gouvernement néerlandais, de comment mettre en concurrence le réseau néerlandais s'il fallait le faire, si la décision était prise, en voyant de mettre en concurrence par type de produit ou par réseau, par corridor, par région. Bref, il y a plusieurs manières de le faire. Hypothétique, donc, c'est grisé. Autre hypothétique, aussi grisée, par exemple aussi pour les Pays-Bas, en venant de la situation actuelle, en disant on pourrait rajouter une espèce de holding, d'alliance au-dessus pour résoudre encore mieux les problèmes de coordination entre les deux, sans changer fondamentalement le système par ailleurs. Bon, ça ce sont des modèles hypothétiques. Mais qu'a-t-on d'autre dans la pratique en termes de mode d'organisation? Alors, un des points de référence qui a été à la base aussi de la réforme ferroviaire en Europe, je rappelle 1988, la Suède, où ici on a du côté gauche le gestionnaire des infrastructures de l'État, et à droite, en fait, on n'a plus d'attribution directe, mais les provinces ont tout mis en concurrence, toutes leurs lignes régionales, et au niveau national, tout est basé sur l'open access. Donc, il y a une entreprise publique nationale, mais qui doit fonctionner sur base de rentabilité et d'open access, qui a une bonne partie du réseau. Il y en a un autre, il y a le métro de Hong Kong qui fait circuler des trains intercités en concurrence avec cette entreprise entre Stockholm et Göteborg, et puis d'autres initiatives plus petites que ça.
La Suède est un très grand pays. Rappelons, il s'agit là de beaucoup plus longue distance que ce qu'on pourrait rencontrer en Belgique. Autre exemple, l'Allemagne, un système qui en soi n'est pas totalement séparé. Deutsche Bahn est un conglomérat d'organismes qui n'a pas nécessairement des filiales pour chacune des activités. Donc DB Netz, le gestionnaire d'infrastructure, fait partie de Deutsche Bahn, DB Fernverkehr aussi, qui se coordonne un peu, mais qui formellement, c'est de l'open access. Donc les trains intercités de Deutsche Bahn, ce n'est pas une concession, il n'y a pas de contrat. Deutsche Bahn fait ce qu'elle veut pour autant que ce soit rentable. Il y a un peu d'open access en plus, mais c'est très limité. Et puis toutes les régions mettent tous les trains régionaux en concurrence. Et là, on a assisté à une forte augmentation de l'offre sur base de cette politique régionale. J'ai essayé de placer la SNCF aussi dans le nouveau modèle, puisqu'il y a quand même beaucoup de Français dans la salle. Et vous voyez là la représentation que j'en ai fait. En fait, un système plus séparé que l'Allemagne, puisqu'il y a des filiales. Enfin, il y a 3 entreprises. Il y a l'entreprise faîtière et réseau et voyageurs. Voyageurs pour ce qui est des services nationaux qui fonctionnent en fait en termes d'open access, sauf qu'il n'y a pas pour l'instant d'autres entrants ou que ce n'était pas vraiment possible. Une velléité de mettre en concurrence certains trains nationaux d'équilibre du territoire, mais si j'ai bien compris jusqu'à présent sans trop de succès, et puis les régions qui ont commencé à remplacer leurs attributions directes des TER vers des mises en concurrence, la première en PACA, et donc vous voyez le bleu se fait remplacer par du vert dans ce graphique-ci. Donc on se trouve là à droite et juste un peu plus au-dessus de la ligne de base, puisqu'il y a cette organisation faîtière qui est censée coordonner les actions. Alors, les autres références qu'on a au niveau mondial, c'est entre autres la Suisse, où là, il n'y a pas de séparation verticale. Par contre, il y a plusieurs entreprises ferroviaires, 3 qui fonctionnent au niveau national, CFF, SOB et BLS, et 2 autres assez petites d'ailleurs, et puis tout ce qu'on appelle les chemins de fer privés suisses, qui ne sont privés que de nom, puisqu'en fait, ce sont toutes des entreprises publiques, de propriété publique, mais cantonales, municipales, et entre autres aussi propriété fédérale. Donc là, il y a une multiplicité d'acteurs en intégration verticale qui se font concurrence, disons, par émulation et pas par concurrence directe les uns aux autres. Et en fait, ce modèle est très similaire à ce qu'on voit au Japon, où là aussi, les entreprises sont d'intégration verticale, il n'y a pas de mise en concurrence, il n'y a pas d'open access sur le réseau. Par contre, les entreprises, ils sont toutes privatisées, vendues au secteur privé, ou ont toujours été privés dès leur fondation, d'ailleurs, pour une bonne partie, ce que j'appelle les big, là, les 15 grands de la centaine qui restent. Les 6 entreprises GR, elles ont été privatisées. Et donc là, on a un modèle, en fait, qui est très similaire à la Suisse. Remarquez d'ailleurs que les chemins de fer suisses et japonais sont les chemins de fer ayant les meilleures prestations au niveau mondial. Bon, c'est un point d'attention. Donc, premier défi sur cette base, et j'en ai 3. La concurrence et les obligations de service public, comment combiner l'un avec l'autre? Il y a 3 exemples et 3 approches différentes en fin de compte. Et les questions centrales, c'est qui planifie quoi, qui prend quel risque et quelle taille de contrat. Alors, l'exemple des Pays-Bas, une attribution directe d'un modèle national, l'entreprise a le risque commercial et développe les services. Et autour, les provinces mettent en concurrence des services sur base d'obligations de service public définies dans des contrats. Mais c'est au transporteur de définir son service, de développer la clientèle, etc., et de voir comment agencer ça par rapport au réseau de bus qu'il exploite aussi. Autre exemple, l'Angleterre, modèle similaire à celui-là, sauf que là, c'est la totalité des services qui ont été mis en concurrence en une vingtaine de paquets, et sans intégration avec les bus. Et troisième modèle, le modèle allemand, où là, il y a un planificateur centralisé dans chacune des régions, qui conçoit les services, conçoit les horaires, détermine les tarifs, les couleurs des trains, etc. et cherche simplement quelqu'un qui va réaliser ces services et qui, pour le reste, n'a rien à dire sur la consistance des services. Ça, c'est tout ce qu'on appelle le transport régional. Et au-dessus de ça, il y a le service intercité allemand qui fonctionne sur base de open access. Donc, premier défi là, les obligations de service public. Comment combiner l'un avec les autres? Vous voyez ici déjà quelques exemples, quelques pistes. Et puis, il y a cette révolution anglaise très récente. Le ministre avait demandé à un commissionnaire du gouvernement de produire une révolution et pas une évolution. Et ça, après beaucoup d'années de discussions menées au plan Williams-Chaps de 2021, qui a été publié au mois de mai.
Sur base du contexte que vous voyez dans le graphique là, en fait, la réforme ferroviaire anglaise qui a tout mis en concurrence dans les années 90 a mené à une très forte augmentation de l'utilisation des services. La flotte n'a jamais été aussi jeune, il n'y a jamais eu jamais eu plus d'acteurs. Comment je veux le dire, la sécurité du rail est la meilleure pour l'instant sur les différentes décennies qu'on peut analyser ici et aussi par rapport aux autres pays. Donc, bonne sécurité, flotte plus jeune et forte augmentation de l'utilisation des trains. Et pourtant, il y a un problème. Et pourtant, ils vont modifier leur système. Et c'est ça qui est intéressant de faire la part des choses entre la partie positive de cette expérience et la partie négative de cette expérience. Et donc, ce plan qui est disponible sur Internet, vous pourrez lire par après les résumés là, met surtout l'accent sur le fait qu'il faut avoir ici un guiding mind. Donc, il manque de coordination, qui manque de quelqu'un qui, sur le long terme, se charge de faire évoluer les chemins de fer vers quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose? Et c'est là que toutes ces analyses de ces dernières années ont porté, et c'est sur cette base-là qu'ils vont réintégrer les chemins de fer sans abolir pour autant la concurrence, et en fait en remplaçant le modèle britannique pour mettre en place, disons, quasiment le modèle allemand que je venais de présenter dans le monde transparent précédent. Donc les leçons ici, c'est un tableau très mitigé en fait. Il y a un succès de la concurrence pour ce qui est par appel d'offres, pour ce qui est du nombre de voyageurs, des investissements de flotte et de sécurité. Par contre, c'est moins positif pour ce qui est des coûts totaux du système en additionnant infrastructure et exploitation. Et de nombreuses complexités résultent du régime choisi qui a mené à devoir reprendre des concessions, nationaliser des concessions, modifier le système, etc. Et à la base de ça aussi, il y a un problème de connaissance et de roulement de personnel au sein du ministère qui a fait que les connaissances accumulées n'ont pas toujours pu être maintenues et que du coup, le système a fini par ne plus fonctionner. Donc, résultat, reconsidération totale du modèle en créant ce cœur du modèle, ce planificateur central qui va être mis en place en maintenant pour autant la concurrence. Alors, le deuxième défi, avant mon troisième et dernier, je reprends ici ce que je vous avais montré en filigrane, la chaîne de production. Et en fait, quand on regarde la chaîne de production des transports, il y a conceptuellement 4 cycles de coordination entre le long terme vers le long terme et la production même, donc le real time en dernier. Et il y a aussi une question de feedback à l'intérieur de toute cette chaîne de production, de voir les dysfonctionnements à un certain niveau, qu'est-ce qu'ils vont induire à un autre niveau pour améliorer le système dans le futur. Et le fait que les chemins de fer fonctionnent ainsi, c'est une particularité, hein. C'est beaucoup plus important que dans l'aérien ou dans le maritime, parce que l'interdépendance avec l'infrastructure y est plus forte. Et c'est là que ce défi donc apparaît. Le focus court terme de certains modèles de concurrence, pas nécessairement tous, mais certains, et la coordination long terme de la chaîne ferroviaire qui s'en charge. Il y a un danger ici quand on raisonne de trop sur le statu quo, sur l'équilibre économique pur et simple, sur le court terme seulement, parce que le chemin de fer est en développement. Et RTMS, par exemple, ATO aussi, et puis d'autres modifications de demande, les plans environnementaux, etc., etc. Donc il y a une croissance de la demande, des augmentations des attentes sociétales et des exigences politiques et un progrès technique. Donc qui pense à quoi sur ce qui devrait être réalisé dans 10 à 20 ans? Voyons l'expérience britannique, et là justement c'est ça, entre autres, qui leur fait faire changer de modèle. Il y a un danger aussi de création d'une multitude d'acteurs aux intérêts non alignés, hein. Vous vous rappelez là, d'un bloc jaune à toutes ces couleurs. On s'arrête quelque part au milieu, mais on crée différents acteurs. Est-ce que leurs intérêts sont alignés dans l'intérêt social? Coordination des investissements en présence de ces multiples parties prenantes, c'est ça le problème principal. Et au moment où on multiplie le nombre d'acteurs qui vont faire circuler des trains sur les mêmes lignes, au plus complexe la situation devient. Elle n'est pas nécessairement insoluble, mais elle devient de plus en plus complexe. Alors jusqu'où est-ce que ça peut marcher et jusqu'où est-ce qu'en fait ces contrats, à partir de quand ces contrats productifs? Et surtout quand on a de l'open access qui vient se mêler de tout ça et se mélanger aux autres services. Donc comment optimiser l'investissement à l'échelle du secteur qui va s'en occuper et prendre en compte tout ça et générer les connaissances nécessaires pour le faire. Bon, ceci dit, la séparation a secoué le secteur et la concurrence a permis de réaliser des gains d'efficience. Mais bon, on aurait pu, dans une certaine mesure, aussi le réaliser autrement, voir le Japon, voir la Suisse. La séparation fonctionne, dans certains cas,
en particulier dans le réseau où il n'y a pas de modification. Là, le réseau est en équilibre, il y a beaucoup de capacités disponibles, ça peut fonctionner. Mais quel en est l'intérêt, en fin de compte? Et à plus long terme, la séparation, à mon sens, complexifie l'optimisation à l'échelle du système ferroviaire total, voire encore une fois l'expérience britannique, et c'est là qu'il faudrait vraiment porter plus d'attention là-dessus, aussi dans le caractère académique, je veux dire, des réflexions sur ce sujet-là qui tend à être oublié. Alors, dernier défi, on parle souvent des plans, des visions de long terme, etc. Bon, vous voyez ici une représentation du programme Rail 2000 en Suisse, qui est quand même un des exemples en la matière de vision de long terme et de constance politique d'amélioration du réseau. Donc le Taktfahrplan, les horaires cadencés intégrés et l'intégration avec le reste de la chaîne des transports. Le défi ici, c'est quelle est la qualité du service pour le client en fait. Fréquence, horaire cadencé, entrée libre. Est-ce que c'est l'eau et le feu? Parce qu'en fait, les chemins de fer, quand on voit les chemins de fer qui sont les plus performants, ils ont souvent une vision claire de l'offre et investissent dans l'infrastructure et les trains, les deux ensemble, en évaluation intégrale en fonction de cette vision. C'est la base du plan Rail 2000 en Suisse et des suites qui y ont été données et de ce qui se fait maintenant aussi ailleurs. Bon, souvent, c'est fait sans séparation entre infrastructure et exploitation, parfois un peu avec, mais en tout cas avec une forte coordination entre les deux. Encore une fois, l'exemple du Japon et de la Suisse. Et ça peut se faire en propriété privée, le Japon, propriété publique, la Suisse. Avec des cycles d'amélioration continue qui conduisent sur le long terme à des performances impressionnantes. Il faut voir au Japon ce qu'on fait dans les chemins de fer, où c'est vraiment absolument remarquable pour l'attention aux clients et aussi la qualité des services et les coûts de production. Mais bon, trop souvent, dans les discussions qu'on a en Europe et en particulier au niveau de la Commission européenne sur ces questions-ci, l'importance de la fréquence du train est oubliée dans les discussions sur l'organisation du marché. Où en fait, on réfléchit au train comme si c'était un avion par terre et non pas comme si c'était un métro à l'échelle nationale. Or, dans des pays comme la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, c'est plutôt un métro à l'échelle nationale, ce qu'on peut rencontrer dans certains TER, en tout cas transiliens, etc., par exemple aussi autour de Paris. Et ce n'est pas un TGV qui est un avion par terre. Donc la fréquence est un aspect important de la qualité pour le voyageur, surtout sur les distances les plus courtes, donc jusque 100 km, je vais dire. Et les horaires cadencés intégrés sont une source de succès. On voit ça en Suisse, on voit ça aux Pays-Bas, où les fréquences ont été montées à 2 trains par heure en 1935, 4 trains par heure dans la fin des années, la fin du XXe siècle. Actuellement, sur 2 lignes, 6 intercités par heure par sens, et les plans pour le futur sont en arrivée à 8. Alors, dans ces conditions-là, un pays de taille similaire et de densité de population similaire à la Belgique ou à la Suisse, comment combiner et est-ce combinable avec l'open access et c'est quoi en fait la qualité pour le client? C'est la fréquence de ce train, la flexibilité que ce train lui offre par rapport à la voiture, à d'autres modes de transport pour pouvoir aller à la gare quand il veut et être certain d'avoir un mode de transport. Et dans ce cas-là, il y a forcément l'importance des nœuds de correspondance entre ces différents systèmes, cœur du système suisse. Sauf quand la fréquence est telle qu'en fait, il n'y a plus besoin de nœud de correspondance puisque les trains vont toutes les 5 minutes, donc il n'y a pas nécessité de nécessairement tout coordonner. Donc, quid de l'entrée libre et où est-ce qu'elle peut se démarquer utilement du train suivant et du train précédent, si vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui va faire qu'un client pourrait être intéressé à prendre un train 5 minutes ou 10 minutes plus tard en zone urbaine? Parce que quoi? Parce qu'il a des sièges meilleurs ou non? Ce n'est pas là l'utilité. Par contre, pour un train de nuit, oui, on pourrait concevoir de prendre un autre train parce qu'on désire un autre confort ou d'autres services. Donc, où est-ce utile et où est-ce contre-productif dans un réseau de type intercité cadencé? La discussion gagne au niveau européen. Donc, en Allemagne, vous voyez aussi le Deutschlandtakt qui passe au Europatakt, Trans-Europe Express 2.0, l'initiative Eurolink entre différents gestionnaires d'infrastructures aussi. Mais bon, quelle est la compatibilité de tout ça, hein? Donc, l'optimisation de l'utilisation de l'infrastructure, parce que si c'est mené par la GI, c'est des sillons parallèles qui font que l'infrastructure est bien utilisée. Mais ça ne résulte pas nécessairement en un service attrayant pour le client au moment où ces différents services auront des conditions tarifaires, etc. différentes. Donc, jusqu'où va-t-on et comment optimiser
l'offre de voyageurs, qui se charge de quoi. Donc j'espère que ces questions-là pourront aussi être discutées dans certaines des réunions d'aujourd'hui et de demain. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que ce tour des horizons vous a éclairé les idées. Merci. Merci beaucoup. Je pense que j'ai oublié de donner l'intitulé de cette première séance plénière. Donc l'intitulé de cette séance, c'est « Réforme ferroviaire et expérience de libéralisation ». Et l'exposé qui vient d'être fait correspond tout à fait à cet intitulé. Je vais passer maintenant la parole aux deux orateurs suivants. Donc, bonjour à tous et toutes. Donc, Olivier et moi-même, on va vous parler de libéralisation du rail donc pour les passagers, pour le transport des passagers. Donc, on a bien rappelé qu'il a été mis en place dans le 4e paquet ferroviaire par la Commission européenne, mais également des idéologies sous-jacentes qui, selon nous, peut-être expliquent certains phénomènes qui sont similaires dans des pays qui ont ou pas libéralisé, ou je devrais même dire qu'ils sont à différents degrés de niveau de concurrence, étant donné effectivement la diversité des modèles qui existent. Et donc, on s'est intéressé à la libération du transport de passagers en 2018, avec vraiment pour volonté d'essayer de vérifier, tiens, ok, on nous propose comme modèle d'introduire de la concurrence dans le rail, et on nous vend également certains aspects positifs, certains retours de ce choix. Eh bien, est-ce qu'ils ont été vérifiés dans les expériences du passé? Parce qu'il y a en effet différents pays qui, avant d'autres, ont déjà commencé à mettre en place une libéralisation du transport de passagers. Donc voilà, notre analyse, elle va vraiment essayer de se baser sur les expériences du passé. Et on a aussi décidé de faire ce travail parce qu'on remarquait qu'il y a pas mal d'études, de travaux qui s'intéressent à la libéralisation du rail, mais soit qui font ça sur des échelles de temps trop courtes. Donc par exemple, on peut regarder l'évolution de la part modale entre 2000 et 2011. Ça ne va pas nous dire si le pays il a par exemple libéralisé son transport de passagers en 1994. Ça ne va pas nous permettre de répondre à la question, tiens, d'essayer de répondre à la question, tiens, est-ce que c'est dû à la libéralisation? Ou alors, il y a beaucoup de travaux qui vont s'intéresser aux compagnies ferroviaires, mais en regardant en effet des indices de rentabilité, d'efficacité. Et donc nous, notre but, c'était pas ça. Donc, on a décidé de choisir 3 pays, 3 expériences passées de libéralisation, qui étaient, selon l'indice IBM, les plus avancées en termes de libéralisation du transport de passagers. Alors le premier, c'est la Suède. Donc la Suède, il faut savoir qu'en 63, ils ont fait un décret comme quoi la SJAB devait être indépendante financièrement. Quand même, dans la période qui a suivi, il y a eu un vrai déclin du rail, et donc ils ont décidé de passer d'introduire petit à petit une concurrence. Alors moi, j'ai mis 1990, c'est vrai que la séparation verticale, c'est un peu avant. C'est la date de la première offre.
Puis, deuxième pays, on a choisi le Royaume-Uni. Alors, au Royaume-Uni, il y a une introduction de la libéralisation très rapide. On est passé en un instant, donc à la fois libéralisation, privatisation et scission de British Rail de une compagnie publique à 48 compagnies privées. Et puis, le troisième pays exemple qu'on a choisi, du coup, c'est dans l'ordre, c'est l'Allemagne. Alors là, c'était un peu plus difficile parce que l'Allemagne, en gros, a décidé d'introduire de la concurrence dès la réunification. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça a été une introduction de la concurrence beaucoup plus progressive comparée au Royaume-Uni. Par exemple, je sais que sur les 15 premières années, il n'y a eu que 9 tentatives d'exploitation d'une ligne. Et donc, comme je vous disais, on essaye de s'intéresser non pas à des indices de rentabilité des compagnies, mais aux impacts de la libéralisation sur des variables clés qui nous semblaient, nous, vraiment importantes pour essayer d'évaluer, tiens, est-ce que la libéralisation, ça fonctionne ou pas, de manière très, très simpliste. Et donc, on a choisi comme 4 variables clés le contribuable, la part modale, les usagers et les travailleuses et les travailleurs donc, dans le chemin de fer. Vous avez la référence de notre article. Alors, du coup, s'intéresser à ces 4 variables, ça implique d'essayer de répondre à certaines questions. Pour le contribuable, clairement, la question, c'est quelle est l'évolution du coût? Alors, tout à l'heure, il a été rappelé qu'en effet, en Grande-Bretagne, par exemple, le coût avait très très fort augmenté. Donc ça, c'est le minimum qu'on peut remarquer, c'est que, bon, alors nous, on a choisi que 3 exemples, il faudrait s'intéresser à beaucoup plus de pays, bien sûr, mais en tout cas, au Royaume-Uni, ce qu'on a vu, c'est que ce qui a suivi un peu la libéralisation, c'est pas direct, mais il y a quand même une forte hausse, plus 150%, du coût public pour le rail de manière générale. Parce que qui dit privé ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coût public. Il y a bien sûr des subventions, etc., des aides, voilà. Et quand on dézoome un petit peu, on voit qu'en plus, cette hausse des subsides, eh bien, elle a été précédée de 30 années de sous-investissement quand même, en tout cas d'investissement beaucoup moindre. Si on regarde la Suède, on a un phénomène qui est à peu près similaire. À peu près vers 1990, on a quand même une forte hausse du coût public du rail, ici plus 300%. Alors en Allemagne, on n'a pas de graphique, mais les données sont, comme je disais, c'est beaucoup plus difficile de comparer les données parce qu'il y a eu ce contexte de réunification. Par contre, on sait que par exemple entre 1997 et 2007, les subsides sont passés de 8,6 milliards à 9,9 milliards. Donc il y a aussi une tendance quand même à la hausse du coût public du rail. Alors voilà pour la question du coût, donc du contribuable. Pour ce qui est de la part modale, on a essayé de regarder d'abord s'il y avait une corrélation entre les pays qui étaient avancés dans la libéralisation et l'évolution de la part modale. Donc voilà, à gauche, on a une sorte de carte avec l'avancement de la libéralisation. Ça date un peu, il faudrait remettre les données à jour. Et à droite, on a l'évolution de la part modale. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même, en effet, une certaine corrélation entre, en tout cas dans les pays qu'on dit de la banane bleue, entre libéralisation et augmentation de la part modale, mais que c'est pas non plus vérifié partout. On peut prendre l'exemple de l'Italie, on peut prendre ou du Portugal, ou même par exemple de la Belgique, où on n'a pas libéralisé, où on a quand même une augmentation de la part modale. Si on regarde aussi l'évolution de la part modale dans différents pays, donc en effet, ça augmente très fort dans les 3 pays auxquels on s'est intéressé, l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni, mais on voit aussi que la part modale augmente dans d'autres pays. Ici, on a pris la Belgique, les Pays-Bas, mais on voit aussi que c'est plus ou moins la tendance, même pour la moyenne UE15 ou UE28. Donc, nous, ce qu'on a pu tirer comme conclusion de cette analyse-là, c'est déjà que la libération ne peut pas être à elle seule, au moins, le seul facteur d'une augmentation de la part modale. Il doit y avoir d'autres facteurs, ça c'est certain. Et puis, si on met un petit peu ces résultats en miroir, en parallèle avec ce qu'on a montré sur les coûts, que potentiellement, une hypothèse plausible, ce serait aussi que l'augmentation des subsides, elle a un rôle non négligeable, alors lequel, de nouveau, ce serait à évaluer, mais qu'elle a un coût non négligeable. Et on n'est pas le seul à essayer d'établir à tirer cette hypothèse d'un lien entre coût et
qualité, on va dire, du transport ferroviaire. Donc ici, on a le Boston Consulting Group qui trace alors, là, un lien de corrélation entre globalement le coût qui est sur l'axe horizontal et leur rating, RPI rating, qui est un indice, on va dire, de qualité. Alors, ce n'est pas la part modale, ce n'est pas exactement la même chose, mais qui montre quand même que le coût explique, bien sûr, certaines choses. Donc ça, c'était la conclusion de notre analyse sur la part modale. On a aussi regardé l'impact pour les usagers, donc notamment est-ce qu'il y a une hausse de la qualité pour les usagers. Et la qualité, on a essayé de l'évaluer en termes déjà de prix, et puis en termes de taille du réseau, accident et ponctualité. En termes de prix, donc en Allemagne et au Royaume-Uni, donc 2 sur 3 des pays considérés, il y a eu une augmentation des prix plus rapide que le coût de la vie, mais pas en Suède, donc c'est pas partout. On a remarqué que de manière générale, de toute façon, les prix ne pouvaient pas augmenter tellement parce que l'État garde une prérogative et fixe des prix plafonds. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que dans ces 3 pays, il y avait eu une introduction de yield management, donc, où en gros le prix des tickets va varier selon l'heure où on achète son ticket, est-ce que c'est une heure de pointe ou pas, etc. En termes de taille du réseau, d'accidents et de ponctualité, le problème, c'est qu'il n'y a pas de données, on va dire, les mesures ne sont pas harmonisées entre les différentes époques, entre les différents pays. Il a été vraiment très difficile de tirer des conclusions. Et enfin, dernière variable d'intérêt que l'on a voulu s'intéresser, c'était donc les travailleurs et les travailleuses employés par les compagnies ferroviaires. Ce qu'on a vu, c'était déjà qu'il y avait une chute en termes de nombre d'emplois dans le secteur du rail, pour à peu près tous les pays considérés, mais donc y compris aussi, par exemple, la Belgique ou la France. Et puis, que les conditions de travail, globalement, elles étaient aussi dégradées. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de... Quand il y a eu le passage entre compagnie publique et libéralisation, qui parfois s'accompagnait aussi de privatisation, souvent, les cheminots qui étaient existants donc sont passés d'une compagnie à l'autre, souvent avec des conditions de travail initiales similaires. Le problème, c'est qu'après, il y a un roulement du personnel, notamment pour les nouvelles recrues, les conditions de travail, elles ont été clairement dégradées. Voilà, on s'est basé surtout sur un rapport, le rapport d'Hatti-Müller et Hermann, qui relate notamment qu'en 98, 60% des employés déclarent apprécier pour la Deutsche Bahn, et puis ça tombe à 49% en 2001, et qui fait état, qui a vraiment fait plus une étude qualitative, et qui fait état de pression, de flexibilisation des horaires, et de la mobilité. Donc on peut commencer à travailler à un endroit et terminer à un autre, alors que son domicile est peut-être encore à un autre endroit, etc. Voilà, ça c'est vrai aussi pour la Suède. Donc ici, différents exemples, et pour ça on s'est vraiment basé sur ce rapport-là. Donc ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a eu une dégradation des conditions de travail. Et donc les conclusions de ce premier article, pour nous, ça a été déjà de dire, OK, il faut remettre en question... Bon, d'abord de tirer le constat, pardon, qu'il y a une corrélation forte entre les... Enfin, il y a une corrélation entre hausse des subsides et libéralisation, pas dans le sens où l'un implique l'autre, ou l'inverse, mais simplement dans le sens où elles sont arrivées au même moment. Et puis que du coup, c'était difficile d'établir une causalité entre libéralisation et hausse de la part modale, qui est pourtant un élément qui est souvent mis en avant pour montrer que ces modèles-là fonctionnent. Oui, OK, mais quels sont les facteurs explicatifs derrière? Et est-ce que, potentiellement, les subsides, l'impact, voilà, ne jouent pas un rôle? Et donc, par contre, ce qu'on avait vu, c'est que l'introduction de libéralisation, de concurrence, avait eu des impacts clairs, notamment en termes de dégradation des conditions de travail et de baisse du personnel. Voilà. Et puis alors, la flexibilisation horaire des tarifs, mais bon, ça nous semble moins essentiel. Et je vais laisser la parole à Olivier, qui va continuer cette présentation. Bonjour à vous. Alors, Leïla est économètre, moi je suis économiste, et une des motivations, mais qui est aussi liée à la conclusion qu'elle vous présente là, de notre travail, était que dans la plupart des analyses économétriques évaluant la libéralisation, mais aussi dans les analyses input-output, il y a une absence de variables liées au coût public du rail, et du coup on attribue souvent erronément à la libéralisation des impacts positifs en termes de part modale, alors il est probable qu'ils soient en partie, voire en majorité, expliqués par l'augmentation du coût public qui se produit simultanément. La dégradation des conditions de travail est aussi absente de la plupart de la littérature économique, et ce qui pose un problème d'évaluation de l'impact global
du rail. Alors, ces résultats ils nous ont intéressés pour deux questions, deux éléments. Un premier, c'est que il y a toute une série de positions en faveur de la libéralisation qui s'appuient sur des arguments pour lesquels il est difficile de trouver des preuves statistiques ou factuelles quand on fait des analyses empiriques. Et donc, une partie des argumentaires en faveur de la libéralisation s'appuyait plutôt sur des arguments de type théorique, de confiance dans l'efficacité du marché pour coordonner les activités économiques du rail. Mais un deuxième élément de conclusion qui nous intéressait, c'est que la dégradation des conditions de travail était un des impacts les plus saillants de la libéralisation. Or, dans un pays comme la Belgique, c'est un phénomène auquel qu'on observe également, alors même qu'il n'y a pas de libéralisation. Et donc, c'était particulier de voir que l'impact principal de la libéralisation était quelque chose qui se produit également en son absence dans notre pays. Alors, au niveau des chiffres, pour ce qui est de la réduction des effectifs du personnel, c'est un des indicateurs parmi d'autres de la dégradation des conditions de travail. On voit que sur les 40 dernières années, il y a une baisse de 60% presque de l'effectif du personnel des différentes compagnies ferroviaires, alors que sur les 50 dernières années, la diminution s'est faite d'un ordre de grandeur de 5 à 23% en fonction des années qui sont sélectionnées. Alors bien sûr, une partie de cette diminution de la quantité de personnel est due à l'automatisation ou est due à des gains d'efficacité qui ne coûtent à personne. Une autre partie sont simplement de l'augmentation des cadences ou de la flexibilité du travail, en sachant que la plupart des diminutions de personnel se font de manière linéaire en ne remplaçant pas du personnel qui part à la retraite et ne sont pas spécialement ciblées sur les fonctions à automatiser ou sur les fonctions pour lesquelles il y a eu des gains d'efficacité par ailleurs. Alors, autre indicateur de la dégradation des conditions de travail du personnel en Belgique, c'est la proportion d'agents contractuels, qui peut être un indicateur de la précarisation du type de contrat, et donc, proportion d'agents contractuels qui a évolué de 5 à 10% sur les 3 dernières années. Alors 10% une valeur en quantité absolue qui est faible, mais en croissance, sur seulement 3 ans, l'augmentation de 5% est très importante. Alors, s'il n'y a pas eu les libéralisations, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Ce type de questionnement nous a fait décaler quelque peu notre angle de recherche qui partait de la libéralisation sur d'autres phénomènes plus larges. Et on s'est demandé est-ce qu'il n'y a pas un autre dénominateur commun entre les pays qui ont libéralisé et d'autres pays comme la Belgique qui n'ont pas libéralisé, mais qui font face à des évolutions similaires dans les pratiques organisationnelles et en particulier dans la gestion du personnel. Alors, une série de collègues à l'Université de Louvain ont lancé un ouvrage sur le néolibéralisme en Belgique. Ils nous ont proposé de travailler dedans. Et donc, avec 6 collègues qui faisaient des recherches sur le rail, nous avons essayé de documenter le rail belge au prisme du néolibéralisme. Et donc, de voir les 40 dernières années, les 50 dernières années du rail belge et voir dans quelle mesure le néolibéralisme avait pu y jouer un rôle. Alors, l'hypothèse derrière nos travaux, c'est qu'il y a une vision néolibérale du rail qui a été présente en Europe au cours des dernières décennies et que celle-ci s'est déclinée spécifiquement dans différents pays. Dans certains, c'était via la libéralisation du rail en particulier ou la privatisation comme en Angleterre. Dans d'autres, sous différentes formes, et ce serait le cas pour la Belgique. Alors, dans la littérature sur le néolibéralisme, on trouve plein de définitions. Certains mettent l'accent plutôt sur la concurrence, d'autres sur l'aspect marché, d'autres sur l'aspect profitabilité. On a pris une définition parmi d'autres, on pourrait en trouver sans doute des plus pertinentes. Nous avons défini le néolibéralisme dans le rail comme le passage d'un monopole public à un marché compétitif au sein duquel s'accroît le caractère privé tant de la gestion que du financement. Et celui-ci peut se matérialiser sous différentes formes. L'introduction de la concurrence en est une, mais aussi par la réduction du financement public ou le passage à une gestion inspirée du privé, le New Public Management. Alors, en Belgique, la libéralisation était très limitée. Donc, celle du fret a été accomplie en 2001, avec une privatisation qui l'a suivie en 2015. Mais pour ce qui est du transport de passagers, l'élément le plus saillant a été en 2004 la scission de la SNCB, ce qui a été documenté par le précédent orateur. Alors, les coûts de coordination ont été importants et ce qui a poussé le ministre Bello, donc l'ancien ministre de la Mobilité, à proposer publiquement une fusion à nouveau des opérateurs pour s'orienter plus vers un modèle à l'allemande.
Alors, la libéralisation peut difficilement expliquer les grandes tendances de fond qu'on observe dans le rail belge, puisqu'elle n'a pas encore eu lieu. Néanmoins, par anticipation, elle exerce déjà une influence, car aujourd'hui, beaucoup de réformes sont en partie légitimées par la libéralisation, et notamment des réformes visant à augmenter la productivité et les cadences de travail. Mais c'est compliqué d'analyser l'impact quantitatif ou qualitatif d'une mesure qui n'a pas encore eu lieu. Alors, on s'est orienté vers voir est-ce que ce n'est pas plutôt au niveau du financement public qu'il y a eu des modifications au sein du rail belge et qui auraient expliqué toute une série de développements que l'on a pu observer. Alors, on peut distinguer 4 phases depuis, on peut appeler l'ère néolibérale, les années 80, 4 phases qui caractérisent le financement public et qui correspondent peu ou prou aux différentes décennies. Alors, une première phase qui commence en 1980 est une phase de thérapie de choc. Il y a une diminution absolue du budget donné au rail de 7%. La dotation donc, diminue. Ce n'est pas tellement dans une réforme de l'organisation du travail, premièrement, mais essentiellement une réforme de l'organisation du réseau. C'est ce qu'on appelait les plans IC et IR, qui consistaient en une concentration des moyens du rail sur les plus grandes lignes, avec comme conséquence la suppression des petites lignes et la suppression des petites gares. Donc on observe une diminution du nombre de gares de 30% en une décennie et une diminution de la taille du réseau de 12%. Ces coupes budgétaires vont avoir comme conséquence une diminution de la quantité de passagers kilomètres d'environ 6%. Elle accompagne aussi d'une diminution du nombre de travailleurs d'un quart qui accompagne la réduction de l'activité. S'ensuit ensuite une décennie où, quelque part, on accuse le coût de ces réductions budgétaires. Alors, il n'y a plus de nouvelles coupes budgétaires de manière absolue, même si en pourcentage du PIB, la dotation publique diminue. Néanmoins, une partie du précédent mouvement se prolonge avec la suppression d'un quart des gares dans la décennie 1990-année 2000. Mais ça ne se traduit pas par une baisse de la quantité de passagers au kilomètre qui croît de 5%. Alors, entre 2000 et 2010, s'opère une phase qui voit une augmentation des moyens publics, mais qui ne compense pas la croissance de la quantité de passagers qu'on observe à cette époque-là dans tous les pays européens, sous une multitude d'effets, la hausse des prix du pétrole, la croissance du PIB, la diminution du chômage. Et donc, les chemins de fer belges se trouvent dans une situation où il y a un nouveau bol d'air, qui est une augmentation des subsides de 10%, mais couplé à une quantité de travail supérieure, vu qu'il y a plus de personnes à transporter. S'ouvre ensuite la phase contemporaine, qui est une nouvelle phase de restriction budgétaire de 6%. La dotation de fonctionnement du rail belge passe de 3 milliards d'euros à 2,5 millions. Cette diminution des subsides n'est pas accompagnée comme dans les années 80 par une diminution de la quantité de passagers kilomètres, même si on voit que l'évolution du nombre de passagers kilomètres s'est réduite. Elle avait augmenté de 50% lors de la décennie précédente, elle n'augmente plus que de 20%. La diminution des subsides ne se traduit pas non plus dans une diminution du nombre de gares ni dans la taille du réseau, mais essentiellement par une diminution de la quantité de travailleurs de 26%. Et si on regarde ces 40 années sur un temps plus long, on remarque que s'il y a eu des phases où le financement public a augmenté et d'autres où il a diminué, de manière constante, on voit que la part de la richesse nationale allouée au rail est en diminution à chacune des périodes. Et sur les 2 dernières périodes, la dotation par passager kilomètre diminue de 20%. Et autre constante, c'est la diminution du nombre de travailleurs qui s'est fait particulièrement fort lors des décennies où il y a eu des mesures de réduction du budget. Et donc, si dans plusieurs pays, c'est la libéralisation du rail qui a été l'aiguillon de changements organisationnels majeurs, en Belgique, ça l'a été, en partie par anticipation, en partie via la scission des compagnies, en partie dans les frais. Mais en Belgique, contrairement à la situation anglaise ou suédoise, voire allemande, où il y a eu des augmentations de budget dans le rail, ici, les réductions et la contraction des budgets a entraîné une série de changements organisationnels, et particulièrement concernant la quantité de l'effectif des cheminots
et la dégradation de leurs conditions de travail. Donc la contrainte budgétaire a joué un rôle particulier et déterminant. Ce qui nous fait dire que dans une perspective comparative entre pays européens des processus dans le rail, il est intéressant de pouvoir lier les différents projets, que ce soit la libéralisation, que ce soit le financement, que ce soit les modèles organisationnels dont nous n'avons pas parlé, dont je n'ai pas parlé maintenant, mais de les lier parce qu'en partie, ils participent d'un même processus et d'un même projet de passage des monopoles publics à un marché compétitif davantage influencé par le privé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci pour la clarté des exposés et aussi pour le contenu de ces exposés, parce qu'ils sont porteurs de réflexions et d'observations qui sont particulièrement interpellantes et intéressantes et interpellantes. Donc ici, on ne fonctionne plus avec un débatteur, mais on fonctionne directement avec la salle. Et donc ce que l'on vous propose, on a 20 minutes de débat devant nous. Ce qu'on vous propose, c'est que vous leviez la main pour poser des questions, que vous leviez aussi pour qu'on puisse vous filmer et que vous vous présentiez avant de poser votre question ou de faire votre intervention. Ouais, je vois qu'il y a une main qui se lève déjà dans les premiers rangs. On peut regrouper les deux tables, si vous voulez, ce serait un peu plus convivial quand même. L'objectif, c'était d'éviter qu'on ait le spot dans les yeux pendant la durée des exposés. Ça fonctionne. Merci. Bonjour, Frédéric de Cameter, observateur du rail. Je voudrais quand même poser une question au niveau de la part modale. Il y a là quand même un grand questionnement. On donne toujours l'impression d'opposer le train qui fait augmenter son trafic par rapport aux autres. Mais on oublie souvent que les autres en face, ils augmentent aussi. Je vais vous donner un exemple très concret. Le TGV est arrivé en France depuis 80, ça fait 40 ans cette année. Ça n'a pas vidé l'autoroute entre Paris et Lyon, qui au contraire a même presque augmenté encore son trafic. Donc je voudrais savoir, je sais que c'est très difficile de distinguer, enfin de calculer combien la route est montée en progrès, en trafic, mais c'est quelque chose qui me paraît essentiel parce que pendant que le train monte, l'auto monte aussi et a fortiori l'avion monte aussi. Je voudrais savoir quelles sont les possibilités de savoir mettre ça en perspective. Merci. Merci. Je propose peut-être de prendre plusieurs questions et puis de passer aux réponses. Nous avons aussi une question de M. Majoubi. Voilà. D'accord. Bon, on peut encore en prendre une dans la salle. Bon, Georges Ribaille à nouveau. Donc, bravo pour Didier qui nous a présenté de manière extraordinaire, modélisée, quelque chose de difficilement modélisable, de manière très parlante. Je pense que c'est tout à fait intéressant. Voilà. Alors, je voulais dire juste sur les problèmes d'accessibilité, évoquer que du temps des systèmes intégrés historiques, sur la thématique de l'entrée de l'accès au réseau, au fond, si on se passe du point de vue de la demande, rien n'interdisait à des chargeurs céréaliers de commander un train spot céréalier qui était mis en œuvre par la SNCF, tiré par une locomotive spéciale, qui devait se trouver un sillon possible pour amener ce blé à Rouen. Hein. Autrement dit, il y avait la capacité à répondre des opérateurs historiques en marchandises comme en voyageurs. Rien n'interdisait à des fêtards richissimes, mettons russes, d'affréter un train de voyageurs pour faire la bringue toute la nuit entre Paris
et Nice. Hein, voilà. Autrement dit, historiquement, il y avait toujours cette possibilité d'un produit spécial, appelons ça d'affrètement, voyageurs ou marchandises. La deuxième question est plus historique. Dans l'histoire des modèles, ce qui a prédominé, c'est le modèle de la concession dont je parlais cet après-midi. Mais la Hollande s'est caractérisée longuement à la fin du XIXe siècle par un modèle tout à fait singulier où c'est l'État qui entretient, construit le réseau ferré et la ferme à une ou deux compagnies privées. Affermage veut dire à vous de jouer du tarif, etc. Et l'État prend en charge l'infrastructure. C'est tout à fait singulier et on se demande pourquoi ce modèle qui a avorté après quelque temps n'a pas contaminé le modèle dominant qui est le modèle de la concession de longue durée. Hein, voilà. Donc, alors, quant à notre ami sur le thème de la cause de l'ouverture de la concurrence, je pense que moi, il y a une date quand même clé. Au fond, avant 1973, le marché, la communauté européenne, c'est un marché commun, fermé, protectionniste. Hein. La communauté charbon-acier a défini un système très protectionniste, très dirigiste, avec une superpuissance extra-nationale, hein, qui fait la pluie le beau temps en matière de tarifs. Le marché commun a relevé un petit peu de ces mêmes principes de protection. Et en 1973, nombreux observateurs disent que l'arrivée de l'Angleterre à Bruxelles va perturber complètement les idéologies dominantes en injectant le principe du libéralisme. Voilà. Bien, je vais demander à M. Majoubi s'il veut bien ouvrir son micro et poser sa question. Attendez un instant, on va augmenter le son. Attendez, M. Majoubi. Majoubi. Bonjour madame, bonjour messieurs. Je remercie infiniment les intervenants au sujet de la libéralisation du rail. Ma question porte sur les impacts de la libération du rail sur deux facteurs importants, à savoir l'environnement et le personnel. Pour les opérateurs ferroviaires et l'État, ils nous s'intéressent aux deux points. L'opérateur s'intéresse aux bénéfices et aux gains et à la recette qu'il perçoit chaque fin de mois, alors que l'État s'intéresse beaucoup sur la sécurité de la circulation du train. Et on remarque ça sur l'investissement en Europe ou ailleurs, sur le système ERTMS qui consolide la sécurité de la circulation du train. Alors pour l'environnement, il est impacté par le fléau de la maintenance du matériel, surtout avec les déchets technologiques et l'utilisation de l'eau pour le nettoyage, et avec la cadence et la multiplication des trains qui circulent sur les réseaux. L'autre point, c'est le personnel par la digitalisation ou bien l'informatisation de certaines activités. Il y a une réduction du personnel et en plus, il y a une minimisation de la valeur de la fonction du cheminot qui a un historique remarquable, soit à l'Europe ou ailleurs. Ma question porte sur la position ou le rôle de l'État pour conserver ces deux facteurs-là, à savoir l'environnement et les biens et les droits ou bien les acquis des personnels cheminots. Merci pour répondre à cette question et je vous souhaite bonne continuation. Une autre demande dans la salle? Une autre demande de question dans la salle?
bonjour. Antoine Lévesque, Rail et Histoire. Moi, j'avais une question. Donc, d'abord, merci pour vos présentations. J'ai une question peut-être plutôt pour la deuxième présentation, mais ça peut concerner les deux. Vous êtes revenu notamment sur l'impact de la libéralisation sur les travailleurs et les travailleuses et leur métier. Moi, votre présentation, elle m'a beaucoup fait penser à toute une série de travaux qui portent sur l'impact des réformes dites de New Public Management sur le secteur public, ce qui permet notamment de comprendre comment, même s'il n'y a pas privatisation, des secteurs publics sont soumis à des réformes, et notamment de s'intéresser à la manière dont ça se traduit sur les organisations et notamment aussi sur les gens à l'intérieur des organisations. Ma question, c'est de savoir, peut-être vous êtes revenu un peu rapidement sur l'évolution des conditions de travail. Est-ce que vous avez des éléments sur l'évolution des métiers derrière ces libéralisations ou derrière ces transformations, y compris de secteurs qui restent publics, et l'évolution des métiers, c'est-à-dire notamment dans les tâches, au-delà des seuls conducteurs, par exemple. Est-ce qu'il y a plus de tâches qui iraient vers le contrôle des activités des agents, et ça pourrait aussi être une hypothèse pour étudier la dégradation des conditions de travail. C'est en tout cas une des hypothèses, un des résultats qui est avéré dans les travaux sur le New Public Management, l'idée qu'il y a une rebureaucratisation avec une augmentation des rôles de management et de contrôle des agents. Merci. Bonjour, merci pour la présentation et pour toute l'explication. Voilà. Je suis Anita Mailly, présidente de l'SBL Catastrophe ferroviaire Beuzinge Plus Jamais. Il y a quand même un point que je n'ai pas entendu suite à la libération, privatisation du rail. On aura à ce moment-là plusieurs sociétés. Maintenant, quelqu'un rate son train initial pour raison X, Y, Z. Il prend tout simplement le train suivant et sans souci. Quand on passera à la privatisation ou la libéralisation, on rate le train de la société A, ou bien on peut attendre 1 heure ou 2 heures pour le train suivant de la société A, ou bien prendre le train suivant qui arrive, qui est de la société B, mais avec le surcoût du voyage qu'il devra payer en plus. Donc, ceci est quand même un point fort aussi contre libéralisation ou privatisation. Merci. Merci. Je propose qu'on réponde à cette première question et puis qu'on redonne la parole à la salle. Qui se lance ? Bien, la première question concernant la part modale, si j'ai bien compris, c'était faut-il regarder la part modale et pas plutôt en valeur absolue l'évolution du transport par route? C'est bien ça? Alors, je n'ai pas les données comme ça du transport par route. Je sais que la part modale de la voiture en Belgique est de 80% et ce chiffre est stable dans le temps. Sachant que la part du train, en valeur absolue, la quantité de voyageurs par train augmente, ça veut dire que si la part modale reste similaire, la quantité de voyages par route augmente drastiquement en parallèle. Donc là, il y a un problème. Donc les émissions de CO2 totales dans un pays comme la Belgique, et la tendance est similaire au niveau européen, sont en croissance dans le secteur du transport. Alors, je rebondis sur la question. Je vais peut-être prendre un autre micro. La question concernant l'écologie, donc comment faire pour résoudre les enjeux écologiques via le train, du coup. Les études sur le transport montrent que ce qui fonctionne le mieux, ce n'est pas tellement de subventionner les transports publics, c'est plutôt de désinciter à l'utilisation de la voiture. Alors, il y a
pas 10 000 manières de le faire. Soit on renchérit le prix de la voiture via des taxes carbone, par exemple, avec un côté antisocial très fort, soit on réduit la quantité d'espace, on rend la voiture moins confortable en réduisant la quantité d'espace qu'on lui attribue dans le paysage, dans les villes, ce qui est une mesure moins antisociale, mais inconfortable pour les usagers de la voiture, particulièrement pour ceux qui n'ont pas le choix, parce qu'ils sont en campagne ou parce qu'ils doivent utiliser la voiture comme outil de travail. Mais donc, à la fois, si on veut une transition écologique du secteur du transport, il va falloir désinciter à l'utilisation de la voiture. Mais ça ne peut être accepté socialement, et donc ça c'est plus une réflexion de politologue, ça ne peut être accepté socialement que s'il y a des alternatives qui sont praticables. Et donc si on a investi suffisamment dans le train et dans le reste des transports publics, et si leur coût est bas, de manière à pouvoir concilier un mode de transport peut-être moins pratique avec alors, un gain en pouvoir d'achat. Donc ça c'est pour l'aspect écologique. Et alors il y avait deux autres éléments. L'aspect conditions de travail. Donc, peut-on réaliser une libéralisation du rail sans diminuer les conditions de travail? Il me semble que c'est compliqué. L'objectif de la libéralisation du rail, c'était de couper dans les coûts, et en particulier dans les coûts du travail. En tout cas, c'est le résultat qui en ressort. Et donc, une libéralisation qui imposerait des standards communs à toutes les entreprises en matière de conditions de travail serait possible d'un point de vue juridique et technique. Néanmoins, je pense que d'un point de vue politique, ce n'est pas l'objectif, parce qu'alors, on supprime un des éléments les plus importants sur lesquels les baisses de coûts peuvent s'opérer. Alors, il resterait comme dernier élément des gains purement d'efficacité organisationnelle. Et donc, je pense que ce serait positif si c'était le cas. Mais quand on voit, par exemple, dans le cas de la libéralisation anglaise, une série de témoins disaient qu'elle n'a pas eu les résultats escomptés et elle a été un échec parce qu'on n'a pas pu suffisamment baisser les coûts du personnel, vu qu'il y avait encore certaines règles qui imposaient le transfert des anciens cheminots à une nouvelle compagnie lorsque celle-ci reprenait un marché public. Et donc une libéralisation sans diminution des coûts de transport, je pense simplement qu'elle ne se fera pas parce que les opérateurs privés ne seront pas demandeurs. Et alors concernant l'évolution des métiers à la SNCB, donc les cheminots qui sont présents dans la salle le sauront sans doute mieux que moi, il y a eu une croissance du management intermédiaire. On a aussi observé, comme ce qui a été dit pour la France, une diminution du personnel cadre qui venait de la profession d'ingénieur au profit plutôt du personnel qui venait d'écoles de gestion. Et il y a aussi eu une diminution des processus de promotion interne en faisant plutôt intervenir des managers externes qui venaient d'autres entreprises. Peut-être juste une précision sur ce que tu viens de dire. Parce que, dernièrement, qu'il n'y aurait pas de libéralisation sans aussi baisse des conditions de travail. Et je pense que, parce qu'il y a volonté d'économiser sur les coûts, oui, mais je voulais rappeler que quand on dit ça, on ne dit pas que libéralisation implique privatisation. On voit bien la différence entre les deux, mais je pense que c'est ce que tu voulais dire, évidemment, que justement, comme on l'a mis en avant, il y a des pays où même s'il n'y a pas de libéralisation ou de privatisation, il y a cette tendance-là qui est présente. Et en effet, comme Monsieur ici devant l'a rappelé, qui provient sans doute plutôt de gros changements d'idéologie qu'on a vu ces dernières années. C'était juste une petite précision en plus, mais sinon, j'ai rien d'autre à dire. Et je passe le micro. Ok, merci. Peut-être quelques remarques générales par rapport à tout ce qui a été dit. Il faut faire attention dans les évolutions sur de long terme aussi dans les chemins de fer. Quand on voit des modifications de budget, ce qu'il y a eu dans certains pays aussi, c'est des décisions conscientes d'investir dans des nouvelles lignes, des nouveaux services, etc., qui s'est fait, comme vous l'avez dit, en même temps que la libéralisation. Et donc, l'augmentation de budget n'est pas nécessairement le résultat de la libéralisation, mais un choix qui a été fait, un choix d'investissement, justement, combiné avec une introduction de l'un ou l'autre modèle de libéralisation. Je crois que c'est très, très important. Par ailleurs, ce qui est aussi dans les statistiques d'emploi qui cause problème, c'est que dans certains pays, on est passé d'un modèle intégré à un modèle désintégré, où du coup, les travailleurs sont passés d'une entreprise à l'autre, qui ne sont pas nécessairement reprises dans les statistiques des chemins de fer. Et donc, on assiste à une chute du nombre de travailleurs qui, pour autant, n'ont pas nécessairement disparu. Seulement, ils se retrouvent dans un autre secteur qui, lui, du coup, a cru. Alors, comment réattribuer tout ça et comparer, c'est effectivement très, très compliqué.
une remarque encore par rapport à l'Angleterre. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que la forte augmentation de l'offre ferroviaire en Angleterre due à la libéralisation, doublement aussi de l'usage, a mené à avoir besoin de beaucoup plus de cheminots et de beaucoup plus de conducteurs qui, du coup, vu la pénurie, ont vu leur salaire augmenter et non pas se réduire. Donc, il y a ça aussi qui se passe parfois. Et puis, en fin de compte, un autre aspect de la productivité, c'est que quand on voit ce qu'il était demandé des chemins de fer par la puissance publique ces dernières décennies, souvent c'était une orientation vers les flux de navetteurs en heure de pointe et beaucoup moins entre deux. On voit ça en particulier en Belgique. Et les augmentations de productivité qu'on a pu constater en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, etc., ailleurs, ont fait en fait qu'on a rempli les heures creuses. On a fait circuler des trains qui étaient là, qui ne coûtaient pas plus cher, sauf l'électricité pour les faire circuler, avec des travailleurs qui étaient là aussi pour les faire circuler, mais qui n'étaient pas utilisés parce que la commande ne visait que l'heure de pointe. Et donc, en fait, cet aplatissement de la courbe de charge mène à des augmentations de productivité qui ne sont pas nécessairement disons, insupportable de ce point de vue-là. C'est simplement un autre emploi, un emploi plus efficace des moyens qui sont déjà là. Alors, ce n'est pas la seule explication, et ça va un peu trop court par rapport à certaines choses, mais bon, on n'est pas là non plus, on n'a pas des heures non plus pour discuter de tous les détails. Et enfin, la remarque de madame là, de l'association Bösingen, ce que vous dites, c'est effectivement le genre de choses qu'on voit, où la perception qu'on a de la libéralisation, il va y avoir plusieurs trains, le train suivant va avoir un tarif différent. C'est effectivement une possibilité et un des modèles de libéralisation, et c'est celui pour lequel je veux dire, attention, dans un réseau type métro national comme on l'a en Belgique ou en Suisse, il ne faut surtout pas qu'on en arrive à ce modèle-là. Par contre, si on met en place des systèmes tels qu'ils ont été faits en Allemagne, on peut très bien avoir sur la même ligne différents exploitants, mais qu'ils acceptent les mêmes billets et uniquement les billets délivrés par l'association de transport qui est un organisme public, voire l'État ou le ministère. Et donc, du coup, là, peu importe, le train suivant, c'est le même billet. Si on allait vers un système de mise en concurrence en Belgique, dans un système de type suburbain, comme vous y pouvez faire référence par exemple à Bösingen, ce serait un modèle qui serait a priori adéquat, pour autant qu'on veuille le faire. Mais là, c'est une autre question. Mais ça pourrait se faire à ce niveau-là. Donc attention là aussi aux malentendus et aux différents modèles. Il y en a énormément. Et monsieur là rappelait aussi un modèle intéressant, une espèce de duopole qui existait d'ailleurs aux Pays-Bas entre deux entreprises affermées par l'État sur un réseau. Mais bon, là, l'histoire des chemins de fer est passionnante de ce point de vue-là. Merci. On peut encore prendre deux questions, je pense. Pas plus. Il y avait deux mains qui s'étaient levées là, juste avant qu'on ne clôture. Voilà, bonjour. Donc, Marianne Leroux, je suis responsable de la CC Transcom pour les cheminots ici en Belgique. Ils sont derrière moi, donc si vous avez des questions concrètes, il n'y a pas de souci, ils vont vous expliquer tout ça. Donc une première question pour le premier intervenant. Merci beaucoup pour votre explication. Au niveau de l'open access, je crois que c'est un concept qui n'est pas très connu par le grand public et même par les cheminots, qui est assez compliqué à comprendre. On pense souvent, et en particulier en Belgique, aux appels d'offres. Puisqu'ici, nous avons eu, par décision du gouvernement, comme le ministre l'a rappelé, une attribution directe et donc il n'y a pas d'ouverture directe du marché. Il n'y a pas non plus, il y a eu un open access, mais il y a un seul candidat, c'était Flixtrain, qui était candidat pour faire un train entre Paris et Bruxelles, c'est-à-dire vous allez m'expliquer si on a la bonne interprétation, mais pour nous, l'open access, c'est-à-dire on ouvre le marché, d'autres opérateurs peuvent venir tester les lignes, ils ne reçoivent pas de subsides pour le faire, donc ils doivent le faire sur une base commerciale. Et donc Flixtrain, qui voulait le faire entre Paris et Bruxelles, a finalement, suite au Covid, laissé tomber parce que justement, ça ne devenait plus très intéressant ni rentable. Et donc, j'en viens là à ma question. Est-ce que l'open access n'est pas un modèle qui rentre en contradiction avec une ambition d'horaire cadencé, de plan national bien ficelé, où les voyageurs sauraient que s'ils arrivent dans une gare, toutes les 15 minutes, ils ont un train
pour aller à la grande ville suivante, qu'ils ont des correspondances avec les bus, avec les trains régionaux, etc. Est-ce que l'open access ne rentre pas, comme vous l'avez dit dans votre exposé, en contradiction avec cette ambition d'une mobilité réfléchie, intégrée, nationale et sur le long terme? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est sur le level playing field. Donc, c'est un concept que vous n'avez pas abordé, mais nous, on a été assez interpellés en tant que cheminots de voir que dans le 4e paquet ferroviaire, il y avait toute une série de facilités qui seraient accordées aux opérateurs privés, enfin privés ou publics, peu importe, mais aux nouveaux entrants, qui auraient accès à du matériel, qui auraient accès aux ateliers d'entretien pour faire entretenir leur matériel, etc. Donc il y aurait toute une sorte de facilité que l'opérateur historique n'a pas forcément eu ces dernières années, puisque de plus en plus, au niveau des chemins de fer, bien que fortement subsidiés, nous devons systématiquement faire des efforts de productivité pour pouvoir emprunter sur nos propres fonds, pour pouvoir entretenir et faire des investissements aussi vis-à-vis de marges qu'on aurait dégagées en diminuant notamment le personnel. Donc 80% des efforts de productivité de ces dernières années, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le directeur financier de la SNCB, ont été faits sur le dos du personnel entre 2014 et 2019, donc juste avant le Covid. Et donc, voilà, un petit peu expliquer cette notion de level playing field. Et puis, la dernière question, c'est sur les critères sociaux. Est-ce qu'on pourrait, comme l'a très bien exposé tous les deux, Olivier et Leïla, est-ce qu'on ne pourrait pas, effectivement, rêver d'une imposition de tout un tas de critères sociaux dans les appels d'offres, parce qu'on voit aujourd'hui que la concurrence, effectivement, c'est sur le personnel qu'elle se fait, sur les conditions de travail, sur les salaires. Et donc, j'ai pour vous une anecdote d'un syndicat anglais, ASLEF, syndicat des conducteurs. Il nous avait expliqué qu'au moment de la libéralisation, donc à ses tout débuts, 23 opérateurs ferroviaires étaient en concurrence. Et ils avaient passé un gentleman's agreement pour ne pas se concurrencer sur les conducteurs. Donc ils étaient tous d'accord, on ne va pas, parce que c'est vraiment l'essence même du transport par train, c'est le conducteur. S'ils n'ont pas ça, il n'y a rien qui roule. Et donc ils avaient dit, on ne se fait pas concurrence sur les conducteurs. Il y en a 3 qui ont rompu le pacte et qui ont proposé des conditions plus avantageuses au niveau des salaires pour les conducteurs. Ils ont donc raflé tout le personnel historique qui était déjà formé, et ça a entraîné, du coup, une obligation des autres de s'aligner sur ces salaires-là et d'augmenter. Et c'est pour ça que, par rapport aux autres cheminots, les conducteurs de train ont souvent des salaires beaucoup plus élevés. Mais, à contrario, les salaires des autres ont fortement diminué. Donc, voilà, c'était un petit peu ma dernière question. Excusez-moi, j'étais un peu longue. Ok, merci beaucoup pour vos questions claires et super intéressantes. Alors, l'open access existe dans le transport de marchandises, et donc ce serait le même modèle qui serait appliqué dans le transport de voyageurs. C'est aussi un modèle que vous rencontrez dans l'aérien, où à côté des entreprises existantes, Brussels Airlines et les autres, vous pouvez avoir EasyJet et Ryanair, etc., qui, de leur propre initiative, font circuler font voler des avions là où bon leur semble. Et donc c'est ce modèle-là qui est le modèle de référence de la Commission européenne quand il parle d'open access. Alors, l'open access peut avoir une légitimité claire si on pense, par exemple, au train de nuit. Là, il s'agit d'un train, le voyageur va faire son choix, va comparer l'un avec l'autre. Est-ce qu'il veut quelque chose de moins cher et de plus convivial, ou de plus cher, de plus luxueux? Bref, on peut imaginer sur ce genre de marché-là le fonctionnement d'un marché libre de manière relativement normale, je veux dire, comme on le voit dans le reste de l'économie. Mais au plus on s'approche de la courte distance, de la haute fréquence et, je veux dire, du métro,
au moins ça aurait de sens. Dans le tunnel du métro à Bruxelles, vous n'allez pas attendre le métro suivant parce qu'il aura un autre tarif ou une autre couleur de siège. Ça n'aura pas de sens. Alors, où se trouve entre ces deux extrêmes le point où l'un devient totalement inutile, voire contre-productif, l'open access, par rapport à l'autre? C'est là toute la question. Et ce n'est pas si évident que ça d'y répondre. Si on veut, dans un modèle de type belge, Pays-Bas, Suisse, etc., donc métro national, je veux dire, en arriver à un horaire cadencé, intégré, avec bonne correspondance, etc., l'open access semble a priori déjà quand même un sérieux challenge, si pas quelque chose qui va à l'encontre de la réalisation de ce modèle. Ceci dit, en Allemagne, pour l'instant, avec l'initiative Deutschlandtakt, qui est d'étendre donc les principes suisses d'Integral Taktfahrplan au niveau allemand, ils pensent pouvoir y arriver. Je serais heureux de savoir comment et de voir comment les discussions vont se développer. Mais a priori, il me semble surtout que ce principe de Deutschlandtakt permet d'optimiser l'utilisation des infrastructures, ce qui en soi est une bonne chose, hein, parce que si on a tous des open access operators qui vont demander des sillons de type totalement différent sur une infrastructure, ça mène à un gaspillage de l'infrastructure. D'avoir des sillons parallèles et des points de correspondance ou de dépassement structurés, ça permet de mieux optimiser l'utilisation de l'infrastructure. Si le Deutschlandtakt vise uniquement ça, mais laisse l'utilisation des sillons à la liberté de l'open access operator qui aura la volonté de vouloir entrer ou non, ce n'est que pour moi que la moitié du problème qui est résolu. Parce que du coup, vous allez avoir différents opérateurs qui, comme Madame ici le signalait, auront des conditions tarifaires différentes, etc. Et donc, pour le client, la fréquence aura disparu. Il y aura plusieurs trains par jour, mais non plus un train toutes les demi-heures ou un train toutes les heures. On peut le résoudre. On rajoute une couche de réglementation en disant « vous faites ce que vous voulez, vous entrez où vous voulez, mais les tarifs sont ceux-ci ». Et donc, ce qui est un peu paradoxal ici dedans, c'est que quand on pousse ce raisonnement à l'extrême, on en arrive justement par voie de cette libéralisation à forcer une re-réglementation par l'État de toutes sortes de choses. Je ne sais pas si vous vous impatientez, mais enfin, il y avait encore deux. Alors, level playing field, oui, ça fait partie aussi de cette idéologie de la concurrence. Hein. Pour qu'elle puisse fonctionner, il faut que les gens, les concurrents potentiels, n'aient pas de barrière à l'entrée substantielle et que donc tout le monde puisse avoir accès plus ou moins à la même chose. Entre autres, les choses qui ne sont pas remplaçables facilement. L'infrastructure est forcément l'exemple de base. Mais de là, on continue en disant oui, il faut donner aussi accès aux ateliers d'entretien, aux véhicules, etc., qui sont des investissements qui ont une durée d'amortissement beaucoup plus longue. Si on veut faire fonctionner un modèle de concurrence, effectivement, c'est une nécessité. Mais quelque part, puisqu'on est dans un cadre académique, c'est aussi intéressant de se rendre compte que à force de vouloir faire de plus en plus de concurrence, en fait, on décompose tout le système et on impose toutes sortes de réglementations pour le faire fonctionner. Alors, à partir de quand va-t-on trop loin, disons? À partir de quand le jeu n'en vaut plus la chandelle? C'est là vraiment, je crois, un des sujets de discussion académique qu'il faudrait mener. Mais bon, clairement, si on fait le choix du niveau politique ou au niveau européen de vouloir avoir la mise en concurrence, il faut effectivement mettre à disposition certains investissements. Et c'est là qu'on appelle donc ce level playing field. Ça se fait ailleurs, où les autorités allemandes régionales achètent leurs trains et les mettent à disposition des exploitants successifs pour la réalisation des services. Et j'en arrive à votre troisième point, des critères sociaux. Et on y impose dans les appels d'offres des obligations de reprise de personnel et de reprise de conventions collectives de travail, voire d'accords d'entreprise, pour autant que ce soit une décision politique de vouloir le faire. Et c'est là, vous faisiez mention des syndicats anglais. En Angleterre, la réforme à l'origine, vraiment la période néolibérale top dans les années 90, était effectivement de casser le pouvoir des syndicats. Ce n'est pas le cas dans tous les pays et ce n'est pas une obligation de la mise en place de la mise en concurrence par appel d'offres de vouloir procéder ainsi. Les mêmes types de mise en concurrence ont été mis en place en Scandinavie dans un modèle beaucoup plus social-démocrate où, à la base, on a dit on ne fait pas de concurrence sur le dos du travailleur, on reprend la convention collective, on reprend les travailleurs, mais malgré tout, on met en concurrence. Donc, il faut séparer cet aspect politique de dire veut-on ou non autoriser la concurrence sur cet aspect-là des coûts de production du modèle en soi, qui peut très bien être mise en place, je veux dire, à la sauce socialiste ou à la sauce libérale, selon les préférences politiques. Voilà. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose?
pas d'obligation. Moi, sur cette question-là, mais peut-être une remarque en réaction à ce que vous avez mis en avant. C'est vrai que nous, on ne dit pas que la libéralisation cause une augmentation des coûts publics, bien sûr. On remarque juste qu'en effet, étant donné qu'ils arrivent en même temps dans différents exemples, eh bien, il faudrait prendre compte de cet élément-là dans l'évaluation de la part modale, etc. Et puis, en effet, d'appeler peut-être à une nécessité, d'autant plus dans le monde académique, de se baser sur des données, et en effet, souvent inexistantes ou peu comparables, mais d'essayer de se baser sur des données avec ce qu'on a, plutôt que sur, en effet, des idées. Donc c'était un peu à ça qu'appelait notre réflexion. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur les critères sociaux ou sur... Sur les critères sociaux. Donc si on se prive, donc si jamais on met des critères sociaux à une libéralisation, à un appel d'offres, ce qui est techniquement, juridiquement possible, on se prive des gains d'efficacité liés à la réduction des coûts de personnel. Ce qui fait qu'il faut trouver des gains d'efficacité ailleurs si on veut attirer des opérateurs privés ou même des opérateurs publics issus d'autres entreprises. Alors, c'est pas évident, hein, dans un monopole public comme le rail, que des entreprises privées veulent venir exploiter des lignes. Alors, une possibilité, c'est leur donner des subsides cachés. Donc, c'est ce que vous évoquiez en parlant de level playing field. C'est leur faire des facilités payées avec de l'argent public pour le faire exploiter la ligne. Mais du coup, est-ce vraiment un avantage par rapport à un modèle public, vu que c'est plus coûteux, en tout cas qu'il y a un coût caché qui n'apparaît pas directement dans les comptes de l'entreprise privée, ou alors on a des gains d'efficacité uniquement organisationnels, mais quelle est l'ampleur qu'ils peuvent prendre, et est-ce qu'ils ne sont pas inférieurs à la perte d'efficacité organisationnelle liée à la séparation verticale des opérateurs? Et donc, moi, j'aurais tendance à dire que pour un petit pays comme la Belgique, la somme est négative et que si on fait une libéralisation sans baisser la qualité des conditions de travail, soit ce ne sera pas rentable, soit il faudra subsidier massivement les nouvelles entreprises qui viendront. Et donc, au final, on aura un rail juste moins efficace avec des gains limités, voire nuls, qu'on prend la somme nette. Merci. Donc je vous propose de clôturer cette séance par les réponses qui ont été données. Un petit mot concernant la suite du programme. Donc les échanges et discussions peuvent se poursuivre sur l'heure de midi autour des sandwichs et des collations qui sont à votre disposition dans la salle juste à côté. Et cet après-midi, les travaux reprennent en atelier. Et, 2 ateliers sont en parallèle. Et ce qui est important à souligner, c'est que les locaux dans lesquels se déroulent ces ateliers sont tous dans ce bâtiment. Donc soit au rez-de-chaussée pour l'atelier qui porte sur les dynamiques libérales des dernières décennies, soit au 15e étage, c'est-à-dire tout au-dessus de ce bâtiment, dernier étage de ce bâtiment, pour l'atelier qui concerne la question du fret transcontinental et du fret en France. Voilà, je pense que j'ai tout dit, Corinne. Non. Je voulais juste ajouter dès lors que pour les personnes qui souhaitent aller à l'atelier 1.2 qui se trouve au 15e étage, il faudra qu'elles empiètent un petit peu sur leur temps de repas parce qu'il y a des ascenseurs, il faut monter, mais bon, tout dépend du nombre de personnes qui veulent monter. Hein. Mais donc, nous avons 2 ascenseurs qui se trouvent en fait donc à ce niveau-ci. Hein. Donc, quand vous voyez, il y a le grand escalier par lequel vous êtes venu, vous allez derrière cet escalier, il y a une porte vitrée, il y a 2 ascenseurs, mais je crois qu'il y a seulement 4 à 5 personnes par ascenseur, donc il faut à peu près voir le coût. Oui, mais bon, maintenant plus, tu sais, les règles ont un petit peu évolué. Et par contre, il y a un monte-charge avec plus de personnes qui se trouvent au rez-de-chaussée aussi, hein, près de la porte latérale d'entrée par laquelle vous êtes venu et qui permet aussi de monter au 15e étage. Mais alors là, vous vous trouvez tout à fait au bout du bâtiment. Il faudra remonter tout le couloir pour aller dans la salle. Non, avec les ascenseurs, non, mais vous pouvez monter 15 étages. Je l'ai fait récemment et il faut quand même avoir un bon cœur pour le faire.
récemment, parce qu'il y a eu une alerte incendie il y a quelques jours, et donc j'ai dû monter les 15 étages. Mais bon, on arrive quand même fortement essoufflé. Ça prend quand même bien 6-7 minutes pour monter. Voilà. Voilà, je vous souhaite un bon repas d'ici là. Et donc, ça, voilà. Pour les personnes qui voudraient aller au 15e, il y a une petite anticipation à prévoir pour pouvoir prendre l'ascenseur ou monter les escaliers pour les sportifs.